Il n'y a pas de question bête. C'est une question béotienne, allez. Au terme d'une conférence internationale qui vient de se tenir à Paris, le président Emmanuel Macron s'est félicité d'une aide supplémentaire d'1 milliard d'euros apportée à l'Ukraine. Est-ce que le gouvernement a raison d'augmenter son aide à l'Ukraine? Et ma question béotienne, c'est-à-dire que lorsqu'on voit ce milliard et lorsqu'on voit d'autres qui ont faim en France, les gens se posent des questions. Donc c'est ce qu'on aimerait comprendre avec vous. Ils ont raison de se poser des questions. Il faut commencer par dire que ça n'a rien de choquant a priori d'aider l'Ukraine. D'abord parce que lui, il fait très froid en Ukraine, que les centrales énergétiques ukrainiennes sont bombardées par Vladimir Poutine et qu'il y aurait quelques incohérences, je pense, à aider militairement l'Ukraine d'un côté et à la laisser ensevelie sous le froid et sous les bombes. Donc ça paraît a priori légitime. De plus, c'est 1 milliard versé par 40 pays au terme de 2 conférences internationales, 1 milliard de plus d'aide, et la France contribuera à hauteur de 70 millions. Donc dit comme ça, il n'y a rien de choquant finalement. Mais pourtant, votre question, et la question que se posent les téléspectateurs, elle est parfaitement légitime. Alors pourquoi elle est légitime? Parce que si on prend un peu de recul, depuis le début de la guerre, l'ensemble de l'aide civile et militaire fournie par la France à l'Ukraine atteint presque 3 milliards d'euros. 2,7 milliards d'euros. Et ça, ce n'est pas tout à fait une bagatelle. De plus, il faut ajouter à cette aide directe quelque chose qui est indirect, que le président Macron a appelé lui-même le prix de la liberté. C'est quoi le prix de la liberté? C'est qu'à partir du moment où on décidait de sanctions, on savait que ça allait emballer les prix de l'énergie et on savait qu'il y allait avoir cette crise, cette inflation dont on est en train de payer le coût, y compris à travers le quoi qu'il en coûte énergétique qu'il faudra rembourser. De plus, 2,7 milliards d'euros plus le prix de la liberté, nous n'avons pas cet argent, puisque la France est déjà endettée avant même qu'elle aide qui que ce soit. Et donc, cet argent, on doit l'emprunter. Donc la question est d'autant plus légitime. Et elle est d'autant plus légitime qu'en effet, les besoins les plus basiques des citoyens français ne sont pas assumés à l'heure qu'il est. L'État ne peut plus payer correctement les infirmières et donc l'hôpital public s'écroule. L'État ne peut plus payer par exemple des gilets pare-balles pour les parachutistes. Ils payent 2 000 euros par an d'équipement de gilets pare-balles, par exemple, et autres. L'État ne peut plus payer de prison, l'État ne peut plus payer de magistrats. Il manque de magistrats. Et effectivement, on va manquer d'électricité, par exemple, cet hiver, on le sait. Donc, avant de se précipiter, par exemple, pour donner des groupes électrogènes, c'est ce qu'on a prévu de faire, et le président Macron nous a expliqué que ça allait être très pragmatique, qu'on allait donner des groupes électrogènes à l'Ukraine. Je veux bien qu'on donne des groupes électrogènes à l'Ukraine, mais est-on certain que nous n'allons pas, nous, manquer de groupes électrogènes cet hiver? C'est-à-dire les mairies, les écoles, les entreprises. Je vous rappelle, parce qu'on va m'accuser de céder aux passions tristes, je vous rappelle simplement qu'on a donné des respirateurs et de l'aide médicale à la Chine juste au moment du déclenchement de la crise Covid, avant de se mordre les doigts et de se rendre compte qu'en fait, la Chine allait éventuellement nous aider moyennant finance, mais sûrement pas comme nous, on allait l'aider. Quant à l'idée qu'on pourrait investir en aidant aujourd'hui l'Ukraine, parce que demain, il y aura la reconstruction de l'Ukraine et que l'Ukraine se tournerait vers les entreprises françaises, là, je pense qu'il faut une naïveté confondante pour imaginer que ces entreprises ukrainiennes vont acheter à qui que ce soit d'autre qu'à des entreprises américaines et britanniques. Vous nous dites que nous aidons au-dessus de nos moyens, si j'ai bien compris. Nos gouvernants nous obligent à des réformes, je disais un peu en titre, à des réformes pour réduire nos dépenses publiques et de l'autre distribue, en tout cas c'est l'impression qu'on a, distribue un argent qu'on n'a pas. Pourquoi? C'est ça le paradoxe, c'est-à-dire que pour répondre aux besoins des Français, il n'y a plus d'argent. En revanche, pour ce genre de dépenses on va dire internationale, de solidarité internationale, l'OTAN, l'Union européenne, là il y a de l'argent, il n'y a pas de problème. Et pardonnez-moi, je fais une petite incursion, mais il y a quand même des chèques qui sont régulièrement distribués aux Français. Évidemment qu'il y a des chèques distribués aux Français, mais de toute façon on est obligé d'emprunter. On peut boucler la boucle avec cette histoire d'emprunt. Parce qu'on peut se poser la question de savoir si effectivement les gouvernants savent toujours compter. La question peut être un peu choquante, mais on est en pleine réforme de la sécurité sociale. Et on nous explique, le gouvernement nous explique, en tirant une sorte d'alarme, en disant « Attendez, c'est gravissime, le système de sécurité sociale va basculer, nous allons basculer dans un gouffre financier, puisque peut-être dans 10 ans, c'est même pas une certitude, peut-être dans 10 ans, on ira jusqu'à 15, voire horoscope référence, 16 milliards d'euros de déficit de la Sécu. Donc là, toute sirène hurlante, il faut immédiatement réformer le système de Sécu, sinon on va basculer. » Alors moi, je veux bien que 16 milliards, ce soit une catastrophe dans 10 ans. Mais je vais juste m'arrêter sur ce qui a été dépensé en 2021
par le président Macron. 1 milliard d'euros à l'Afrique du Sud, donné cadeau pour sortir du charbon. Sauf qu'on n'a plus de charbon et à qui on l'achète? À l'Afrique du Sud. 2,7 milliards d'euros pour l'Ukraine. 300 000 euros, alors là c'est fantastique, c'est extrêmement chic, so chic, à la donner en aide au développement, vous savez à qui? À la première puissance économique du monde, c'est-à-dire à la Chine. Pris dans vos poches, donné à la Chine en aide au développement. Mais c'est pas tout. Si vous regardez la contribution nette de la France à l'Union européenne, c'est-à-dire déduction faite ce que l'Union européenne nous donne, c'est 15 milliards. Donc c'est-à-dire que 15 milliards tout de suite et maintenant, ça va. Peut-être 16 milliards avec le budget de la Sécu dans 10 ans, ça ne va pas du tout. C'est la catastrophe. 50 milliards, et on en revient à des dépenses qui sont faites effectivement, y compris pour les Français, au-delà des moyens de l'État, donc des impôts. C'est 50 milliards cette année qu'on paiera uniquement d'intérêts de la dette. Donc pas le principal, pas la dette, juste les intérêts de la dette. 50 milliards. Vous additionnez le tout, vous êtes près de 70 milliards d'euros qui ont été... Donc c'est effectivement un pognon de dingue, pour citer l'autre. Un pognon de dingue dont pas un centime n'ira dans la poche des Français à destination des Français. Voilà, alors en comparaison, et je repose la question, ces gens-là savent-ils compter? Un quart à peine, allez, un cinquième de cette somme suffirait, par exemple, à payer correctement les infirmières. Environ 2 milliards. Si vous mettez 2 milliards sur la table, vous payez des infirmières, vous réparez l'hôpital. Mais là, il n'y a pas d'argent. 70 milliards poubelles, oui, là, il y a de l'argent. 2 milliards pour les infirmières, il n'y a pas d'argent. 2 milliards pour recruter suffisamment de magistrats et créer les places de prison, ça coûterait 2 milliards. Mais il n'y a pas 2 milliards. Il y a 70 milliards poubelles. Ça, oui, il y a. 3 milliards, ce serait le coût d'un porte-avions. Il n'y a pas d'argent. 70 milliards poubelles, oui, il y a. 3 milliards, c'est le coût d'une centrale nucléaire, par exemple. Donc, ces gens savent-ils compter ou pensent-ils d'ailleurs qu'on est capable de compter? Je ne sais pas. En tout cas, il ne faudra pas qu'ils comptent sur nous la prochaine fois. Pourquoi nos dépenses semblent ainsi contraintes et guidées par des intérêts qui ne sont pas toujours ceux des Français, en tout cas, qui n'ont pas on n'a pas l'impression justement que c'est l'intérêt des Français. Non mais ça, je pose ma question avec délicatesse. Oui, attendez, je termine. Je termine ma question. Voilà. Et comment expliquer ces incohérences aussi entre volonté de dépenser pour d'autres et plus que de l'argent pour soi, quoi. La réponse la plus polémique qui viendrait, c'est qu'il y a un côté bon plaisir du roi, enfin bon plaisir présidentiel. Voilà, il faut qu'il y ait un côté bling-bling géopolitique. C'est l'image internationale du président de la République. Donc on donne à tort et à travers pour soigner son image. Vous comprenez, une dans le New York Times, ça vaut quand même des milliards et des milliards d'argent qu'on peut prendre dans les poches des Français. C'est la réponse, disons, facile. Je pense qu'il y a de ça, mais ce n'est pas le cœur du sujet. La véritable réponse, me semble-t-il, c'est l'idéologie. C'est-à-dire que la classe dirigeante française, dont le président Macron est la quintessence, est totalement prisonnière de l'idéologie. Idéologie européiste, idéologie atlantiste, idéologie du marché. Et à l'intérieur de cette idéologie, elle va se traduire d'abord par des traités, par des règles juridiques. Et elle va se traduire ensuite par une dépendance psychologique. Ils sont comme dans une boîte, enfermés dans une boîte dont ils ne peuvent pas sortir. Mais il y a bien des contraintes juridiques. La première contrainte juridique, c'est le prix finalement de l'Union européenne. C'est le prix de l'Union européenne. Pourquoi? Parce que ces 50 milliards, c'est quand même une somme folle quand on y réfléchit. 50 milliards, c'est le mécanisme de la Banque centrale européenne. C'est-à-dire que si vous êtes dans la Banque centrale européenne, vous bénéficiez de l'euro, on va vous interdire de refinancer vous-même votre dette. Ce que peuvent faire les États-Unis, ce que peut faire la Grande-Bretagne, ce que peut faire la Corée, ce que peut faire le Japon, la plupart des pays du monde. Mais là, c'est idéologiquement interdit, verboten. Donc là, il faut emprunter sur les marchés et payer plein pot. Deuxièmement, on va dire oui, mais l'Union européenne, heureusement qu'elle est là, elle nous oblige à faire des économies. D'où, par exemple, les réformes dites structurelles, et notamment la réforme de la sécurité sociale. Sauf qu'en même temps, personne ne dit que tout en nous obligeant à réformer le système de sécurité sociale, l'Union européenne nous oblige, par exemple, à cette contribution nette de 15 milliards, qui est bien plus considérable que le déficit de la sécurité sociale. Elle nous oblige au marché européen de l'électricité, qui coûte absolument une fortune. Elle nous oblige aux sanctions contre la Russie, elle nous oblige à aider financièrement l'Ukraine, etc., etc. Et enfin, il y a un autre prix à payer, c'est celui de l'OTAN, puisque là, nous devons, nous aussi, faire preuve de solidarité, aider l'Ukraine, mais nous aussi, nous devons sanctionner la Russie, être privés de gaz, etc. Et en réalité, on se rend compte que là aussi, ce n'a rien d'une fatalité. La Turquie, par exemple, tout en étant à l'intérieur de l'OTAN, la Turquie, elle ne donne pas des armes à l'Ukraine,
elle vend des armes à l'Ukraine. Vous étiez en train de nous expliquer, répondre à la question de... On est un peu surpris de voir que la France donne 1 milliard comme ça à l'Ukraine. Et là où vous étiez en train de nous expliquer, et la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que ce n'est pas scandaleux finalement de vendre des armes à l'Ukraine au lieu de lui donner Turquie, ouais. Voilà. En fait, en apparence, oui, mais si on se rappelle, comme disait excellemment le général de Gaulle, que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts, ce ne sont pas du tout les Ukrainiens qui payent ces armes que la Turquie vend. En fait, c'est le contribuable américain qui paye les armes, puisqu'en réalité, les Américains donnent de l'argent à l'Ukraine qui achète les armes, alors, notamment à la Turquie. Deuxièmement, comment se fait-il que les contribuables américains le fassent ? La boucle est bouclée, parce qu'en réalité, les contribuables américains, d'abord, ils vont vendre du gaz de schiste, et ensuite, ils vont vendre des armes à l'Allemagne, à la Pologne, aux États baltes, etc. Il n'y a vraiment que nos dirigeants qui n'ont pas compris comment fonctionnent les États, apparemment.